Proche de Jean-Marie Le Pen, Dieudonné est classé parmi les ennemis de la République. Comment expliquer son parcours? C'est une enquête réalisée pour BFM TV par Thibaut Dupont, Céline Bruel, Florian Brunet, avec François-Xavier Couture et Myriam Alma. C'est l'histoire d'un mec qui se rêvait en nouveau Coluche. Il a du talent et forme avec Elie Semoun un duo célèbre des années 90. Ça marche les allocations, ça paye les bananes, ça paye mes copains. Dans le contexte de l'époque, le ton est gentiment grinçant. Que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète ce que tu as dit. Vas-y, répète ce que tu as dit. Je le vois avec un peu de nostalgie parce que, en fait, le souvenir que j'ai de lui, c'est comme quand on se souvient d'anciens copains de lycée. J'ai une image d'un mec extrêmement drôle, avec lequel je me suis jamais aussi bien... avec lequel j'ai jamais autant ri, avec lequel j'ai jamais eu autant de complicité. Elie Semoun l'a rencontré au lycée. Dieudonné Mbala est un banlieusard de la région parisienne, né d'un père camerounais expert comptable et d'une mère bretonne sociologue. C'est à l'époque un militant antiraciste qui dénonce le communautarisme. Je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir, j'ai personne à emmerder et personne me fait chier. L'éthique et la politique, c'est pas mon blâme. Musulman et catholique, je m'en cure les zen. Dieudonné se revendique alors homme de gauche et se présente même contre le Front National en 1997 aux élections législatives de Dreux. Et je comprends d'ailleurs les électeurs parfois du Front National parce que la situation sur place est insupportable. Et pour chaque parti, quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut, moi, bon, évidemment, je me situe de l'autre côté, à l'inverse, hein, en parfaite opposition avec ce parti de l'extrême et ce grand marabout borgne. L'homme qu'il désigne est Jean-Marie Le Pen. Il le dénonce alors de manière virulente. Dieudonné va pourtant s'en rapprocher petit à petit au fil des années. Partir dans cette direction. En 2002, dans le sillage de Coluche, l'humoriste tente de se présenter aux élections présidentielles. Il fait partie des petits candidats et est interviewé dans ce cadre par le magazine Lyon Capital. Un entretien a priori banal qui va donner lieu à son tout premier dérapage. Pour moi, les Juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première. La chose, évidemment, qui m'a réellement surprise, c'est la violence de certains propos. Ça, je ne l'attendais pas, parce qu'à l'époque, c'est pas l'image que j'avais de lui. Mais le vrai tournant se situe un an plus tard, en 2003, lors d'un sketch à la télé. On peut considérer que ça bascule en 2003, à peu près, un moment du sketch, du colon juif, Israël, le bras tendu sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel. Ça, c'est le moment clé. C'est le moment clé, je pense. Il découvre tout le pouvoir de la provocation politique. Et je pense que ça provoque chez lui un très grand plaisir. À partir de là, Dieudonné est petit à petit mis à l'index des médias. À ce moment-là, lui qui était plutôt issu de l'antiracisme moral des années 80, début des années 90, s'est vu lâcher d'une certaine manière par les gens qui l'entouraient. Et dans le même temps, d'autres ont senti l'opportunité de se rapprocher de lui et de lui tendre la main en lui disant « Ah, ça y est », ça a été le cas de Bruno Gollnisch par exemple pour ce qui était du Front National, maintenant tu comprends, après avoir lutté contre nous, ce dont nous sommes victimes. Dieudonné se met à fréquenter les infréquentables, dont Alain Soral, ancien militant du Parti communiste, passé depuis à l'extrême droite. À ce moment-là, comme je suis diabolisé et boycotté aussi comme lui, fatalement ça crée une solidarité, quoi. Donc je prends l'habitude de le défendre parce que j'estime que c'est totalement délirant. Avec Soral, Dieudonné se radicalise. En 2007, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, il se rapproche de Jean-Marie Le Pen, qui deviendra même le parrain de son 4e enfant. En spectacle, il fait monter le négationniste Robert Forisson sur scène, ou s'affiche avec le président iranien Ahmadinejad. Dieudonné poursuit aussi son chemin politique sur une liste euro-Palestine, puis sur une liste antisioniste. À chaque fois, le même discours, la même rhétorique. Je me suis aperçu qu'on pouvait traiter d'à peu près tous les sujets. On pouvait rire de tout, mais qu'il y avait un interdit. Il y avait une sorte de sacralité, c'était la question autour d'Israël. Il ne récolte à chaque fois que de tout petits scores, mais provoque. Et il est dévoré par le virus de la politique. Il a envie d'en faire
plaire, il a envie d'exister. Il pense que les Juifs sont responsables de l'esclavage des Noirs. C'est le grand thème de Dieudonné. Hein. Donc il dit maintenant il y a une espèce de revanche. Hein, et cette revanche, elle est inéluctable. Dieudonné le politique est aussi rompu à la guérilla judiciaire. De provocation en provocation, de procès en procès, il attaque ou contre-attaque. Et pour ses combats judiciaires, il n'a pas choisi un ténor du barreau, mais un avocat discret, dans le Cantal, à Aurillac. C'est un choix délibéré. Dieudonné avait l'intention d'avoir un avocat qui soit établi en province. Voilà, la volonté à l'époque, et qui est toujours actuelle, c'est d'essayer d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu en dehors du microcosme parisien. Jacques Verdier le connaît depuis 8 ans et a suivi avec lui des dizaines et des dizaines de procédures. Il décrit Dieudonné comme un homme victime d'un acharnement très violent depuis le sketch de 2003. Un certain nombre d'extrémistes vont notamment adresser, par exemple, des courriers anonymes à l'Olympia menaçant la caissière de l'Olympia de la faire flamber dans sa cabine. Voilà le type de réactions qui ont été celles contre Dieudonné à l'époque. Dieudonné n'a eu de cesse de réagir contre ceci. Dieudonné n'agit que par réaction à la façon dont on le traite. Dieudonné se retrouve banni et vit à la marge du système, des médias et des grandes scènes. Quand ses spectacles sont interdits, il se produit dans un bus. À Paris, il se retranche au théâtre de la Main d'Or, où il se produit 3 fois par semaine. Il dispose aussi d'un camp retranché dans un village d'Eure-et-Loir. Il s'est acheté une ancienne usine. C'est là que se trouve la société qui produit ses spectacles, les Productions de la Plume. Elles sont dirigées par son épouse, Noémie Montagne. En 2012, il décide de faire appel à Christelle Camus pour relancer une tournée en province. Comme aujourd'hui, certaines villes veulent l'interdire. C'est déjà la guérilla. Quand il y a une mairie qui demandait éventuellement l'annulation du spectacle, les Productions de la Plume demandaient sur Facebook aux fans d'harceler les mairies. Donc, et les mairies étaient inondées de menaces, de lettres, d'appels. Ils étaient harcelés. Le maire de Perpignan en a lui-même été victime. Voilà le style de lettre anonyme. Vous êtes soumis et faux cul. Vous devez être encore un de ces francs-maçons. Le vrai peuple de France qui refuse la domination, le mensonge et la soumission se rend au spectacle de M. Dieudonné. Que ces spectacles soient interdits ou non, il reste à Dieudonné une tribune, Internet. Sa dernière vidéo a battu tous les records. En 8 jours, près de 3 millions de vues. Et le spectacle de Dieudonné à Nantes, demain sera-t-il interdit? Le tribunal administratif va se prononcer demain matin, on y revient à 23h. À la une également.